On est entouré de milliards et de milliards de microbes très différents. On en connaît une toute petite partie. One of the important research questions is to understand what will allow an animal virus to transmit in humans. It's an invisible threat predator. They are rare events, but when they happen, they can be devastating. Chaque année, de nouveaux pathogènes menaçants pour l'homme apparaissent. Depuis le printemps 2013, 3 virus mortels ont fait trembler les autorités sanitaires mondiales et tenu en haleine les populations. The novel coronavirus is a threat to the entire world. Le MERS coronavirus, une infection aiguë des voies respiratoires, s'est propagée dans les pays du Golfe, aux États-Unis et même en France. Il tue 40% des personnes infectées. China's state-run media says authorities are looking for the source of a new strain of bird flu that has now killed 4 people. Le H7N9, un nouveau virus de grippe aviaire, sévit en Chine. Il est mortel dans un tiers des cas et menace de se transmettre entre humains. Vent de panique en Afrique de l'Ouest où on doit faire face depuis plusieurs mois maintenant à une épidémie d'Ebola, un virus extrêmement violent. Ebola, mortel dans 90% des cas, a refait surface en Afrique de l'Ouest où il n'était jamais apparu jusque-là. Des virus mystérieux qui émergent du monde animal et que de simples mutations peuvent transformer en bombes sanitaires, de l'ampleur de la grippe espagnole de 1918 ou du sida qui tue depuis 30 ans. D'où proviennent ces virus? Pourquoi émergent-ils soudainement? Que peut-on faire pour s'en protéger? Qui sont ces scientifiques qui servent de sentinelles? Dans les forêts d'Afrique centrale, les marchés de volailles en Asie comme dans les laboratoires les plus protégés du monde, une course contre la montre a commencé. Completely irrational to think that it will not happen in the future. I think we need to take this seriously, like any major threat to the human population, like climate change. We need to understand it in great details. Il s'agit d'organismes vivants, d'agents pathogènes. Et un agent pathogène, c'est imprédictible. It's just a matter of time. It's when is it going to happen, it's not is it going to happen. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est le centre névralgique de la surveillance de ces virus qui émergent un peu partout sur la planète. We have 2 more cases from Qatar, and 2 cases occurred in Saudi Arabia. As of today, we have 143 laboratory confirmed cases. Une équipe vient de partir en urgence mener l'enquête au Qatar, où des cas de MERS coronavirus ont fait leur apparition. Dans cette salle, les spécialistes de ces nouvelles crises sanitaires font le point avec le bureau du Caire, spécifiquement en charge du virus au Moyen-Orient. We visited the cases in the hospital and expanded the interviews as done with them before, trying to find the clues that would help us narrow down where to look in the future. Le meilleur moyen d'avoir le plus d'informations, c'est immédiatement quand on découvre un cas, c'est d'essayer de remonter à la source le plus vite possible. Can you show me the latest one from China, please? Right, okay, so there, right, that's the one that was reported a few days ago. Right. And we see that it's in the same area where the first cases were reported. So in the first part of the year, the cases were spreading out. They started here and then they were spreading out. Actuellement, on suit tout particulièrement le H7N9 en Chine. Donc là, on a la répartition en Chine. We just have a look at a zoom on the H7N9 in China. We can see where the different cases are, and if we click on one of them, we can see some information about them. And if we go to this list here, we can see which are the most recent cases. And if we
move over to a different part of the world, then we'll see. Donc là, on est passé sur l'Arabie avec le deuxième virus qui nous intéresse tout particulièrement en ce moment, c'est le MERS coronavirus, avec des cas qui ont été notifiés en Arabie et donc une possibilité ici de suivre très précisément sur la carte la localisation géographique des cas lorsqu'ils sont notifiés à l'OMS. Un nouveau virus, toujours entouré de mystères, pour lequel il n'existe ni traitement ni vaccin, et dont l'origine se trouve en Arabie Saoudite, là où chaque année des millions de personnes se rendent à la Mecque. Le Hadj est le plus grand rassemblement annuel du monde. Les autorités sanitaires retiennent leur souffle. Si un malade se trouve parmi les fidèles, le MERS coronavirus pourrait se répandre rapidement et repartir avec les pèlerins dans le monde entier. En 2013, un homme est mort en France du MERS coronavirus. Un patient d'une 60aine d'années, de retour de voyage d'un pays du Golfe. Cette première alerte a rendu les autorités françaises vigilantes. Une expérience menée à Marseille, et cette année particulièrement suivie. Depuis 2 ans, une équipe du CHU de Marseille a mis en place un système de suivi de 200 pèlerins. Une manière de surveiller toutes les maladies qu'un tel rassemblement pourrait engendrer. Cette année, la crainte du MERS coronavirus domine. Vous faites partie des personnes à risque pour les infections pulmonaires, donc il faudrait peut-être vous vacciner pour le pneumocoque aussi. Il y a malheureusement le coronavirus, donc on espère qu'il n'y aura pas de malades, mais on aimerait avoir un peu plus d'informations sur ce virus, voir comment il se contracte, etc. Alors ça chatouille un petit peu, hein. C'est pas agréable. Ces prélèvements permettent de connaître le statut infectieux au départ, s'il y en a un, et le statut infectieux au retour, s'il y en a également. Et ça permettra également de bien traiter les personnes au retour, s'il y a un souci. Ouvrez grand la bouche, tirez la langue, dites « Ah », parfait. « Ah »,« Ah », ok. « Ah », ok. Ah, ça fait mal, hein. C'est fini. Détecter en amont une possible arrivée en France du MERS coronavirus pour agir au plus vite. Ça, c'est votre deuxième époux. Si des cas étaient diagnostiqués, cette unité d'isolement dirigée par le professeur Brouki serait réquisitionnée. Un dispositif capable de protéger le personnel soignant tout en maintenant une quarantaine stricte. Ces chambres à pression négative empêchent toute fuite du virus. Elles ont été les premières de la sorte construites en France. Le but de ces unités-là, c'est d'essayer de prendre en charge les premiers patients identifiés avec ce type de maladie, justement pour éviter les épidémies. Donc c'est quelque chose qui ne peut marcher que si on a une bonne détection des premiers cas et une très très bonne prise en charge. Si ça marche, on peut effectivement retarder ou on peut espérer éviter certaines épidémies en France. Une pandémie mondiale n'est pour l'heure qu'une hypothèse pour le MERS coronavirus. Elle fait écho à la terreur qu'ont toujours suscité les épidémies. La peste noire a décapité plus de la moitié de la population européenne au XIVe siècle. Elle a fait des dizaines de millions de victimes au cours de l'histoire. En 1918, la grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Au total, un tiers de la population de la planète a été contaminée. Depuis, d'extraordinaires efforts ont été accomplis. Le développement des conditions d'hygiène, les vaccinations, l'utilisation des antibiotiques ont permis une diminution phénoménale du nombre de victimes. Mais dans les années 80, un nouveau virus rappelle au monde qu'il n'est pas à l'abri. Do you know where this disease comes from? We're really not sure at this point where it comes from. The general feeling seems to be it's a virus, but we're not sure of the origin yet. Le sarcome de Kaposi.
Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, en effet, comment ce mal mystérieux fait trembler les États-Unis, la progression de la maladie. Le sida a tué plus de 36 millions de personnes. En 30 ans, le virus a fait le tour du monde, a changé nos comportements, nos croyances. Le sida continue à tenir en échec le monde médical, qui croyait en avoir fini avec les épidémies et qui n'a pas su anticiper sa progression. Désormais, chaque émergence de nouveaux virus est prise très au sérieux. The big difference between HIV now and MERS virus or H7N9 is that HIV started to emerge and started to cause problems in remote areas of Central Africa. Then it started to move out of the region to cities. Then it got onto planes and started to travel around the world. Now, what we're seeing with MERS or H7N9 is the very first part of that chain of events. Peter Daszak est un pionnier de l'écologie de la santé. Il est l'un des premiers à s'être lancé dans la prévision des épidémies. Il pointe du doigt l'augmentation croissante de ces nouveaux virus, notamment ceux issus du monde animal. Pour lui, certaines espèces et surtout certaines zones de la planète sont particulièrement à risque. Where on the planet people are, where people are doing things to the environment that making changes that allow viruses to jump from wildlife into people. Things like intensive agriculture, deforestation, building new roads into remote areas. That's what causes these diseases to emerge. So anywhere where human populations are rapidly growing tends to be a hotspot. Partout où ces pathogènes apparaissent, Peter Daszak envoie ses équipes sur le terrain pour enquêter, tenter de découvrir l'animal à l'origine de la transmission du virus à l'homme. C'est son organisation qui a été appelée pour remonter la source du MERS coronavirus en Arabie Saoudite. Avec le chercheur Kevin Olival, ils viennent tout juste de publier leur première découverte. 2 espèces sont dans leur ligne de mire. Going to get worse. I mean, is it pandemic risk right now? It could be much more widespread than we know about. You know, going into Africa across the camel belt, where these bats and the camels overlap, this could be happening more frequently than we know about it. I still want to know what the roles of bats are in this thing. Yep. So we know it's in bats. We know it probably spilled over from bats to camels at least 20 years ago. Is it still spilling over? Is it a camel story, or is it a bat story? I mean, to my mind, right now, it's a camel issue. Yep. It's a bit like a criminal investigation. It's a bit like tracing back the evidence to the source, to the person who's holding the gun at the time. And the problem is, you're always going back in time, so you can never get there directly, but you just trace back all the evidence until you pinpoint the first case and the first person, and then there's that magical moment when you meet that person who had contact with bats or with camels, and you think, wow, that's the guy. And it was that high-risk behavior where the virus got into people. Les humains, infectés par des dromadaires, eux-mêmes infectés par des chauves-souris, le voici le réservoir, l'hôte naturel, le porteur sain du MERS coronavirus et de bien d'autres virus. Bats are definitely a reservoir of a lot of new viruses. People don't realise, but there are something like 1/5 of all mammals are bats. You know, they come out at night, we don't see them very clearly, we don't know how many there are out there, but there's a huge diversity of bats in the tropics, for instance. So each bat species carries a whole series of viruses that are specific just to that species. There may be something that's special about bats that allows them to carry a lot more viruses. And there's a lot of work right now going on to look at the bat immune system and the evolution of bats to see if that's true. We don't know the answer to that yet.
En Afrique, certaines espèces de chauves-souris abritent les filovirus, probablement les plus effrayants de la planète, comme Ebola ou Marburg, qui provoquent des fièvres hémorragiques. Gaël Maganga, chercheur au CIIMF, le Centre international de recherche médicale de Franceville, dirige aujourd'hui une mission de capture dans le sud du Gabon, au cœur des forêts primaires. Voilà votre cadeau, docteur. Oh, mais celle-là, elle est là depuis. Et puis, non, on la tient avec les gants. Il y avait les gants. Vous avez peur du virus Ebola. Ici, il n'y a pas le virus Ebola. C'est ça qu'on va justement essayer de chercher. Il faut éviter tout contact avec les déjections ou tout produit de sécrétion ou d'excrétion. Et même avec tous les supports potentiellement contaminés. Il y a eu des cas de contamination de chercheurs, mais c'était surtout des spéléologues qui allaient dans des grottes. Et même il y a eu des cas de contamination pour le virus Marburg. Donc toujours de spéléologues, des gens qui allaient en visite, même des touristes qui rentraient dans les grottes et qui au sortir de là étaient infectés, quoi. Il y en a qui se sont fait griffer par des chauves-souris. Bon, donc tu disais que la sortie c'est là. La sortie principale c'est ici. D'accord. Donc si on doit poser le filet, essayer de couvrir tout le long là. Le principe, bloquer l'entrée avec un filet. Puis ils devront pénétrer eux-mêmes dans la grotte pour forcer les chauves-souris à sortir en direction de leur piège. Là, nous sommes dans les entrailles de la grotte. Ouais, le monde des engloutis. Et là, on entend le battement des ailes, oui. des chauves-souris. Ouais. Avec le bruit de la rivière qui coule. C'est assez impressionnant. Il coulait là. Toujours bien observer là-bas où on pose le pied. Il y a vraiment une faune importante dans cette grotte, quoi. Entre les insectes, les crabes, les poissons, les chauves-souris. Ah oui, là, c'est vraiment le milieu idéal pour la transmission de virus ou d'autres agents entre les espèces, quoi. Écosystème fermé, peu de renouvellement d'air, proximité entre les espèces, c'est les conditions rêvées pour la transmission des virus. Il y en a qui prennent et qui se prennent. Hein? Oui. Une vient de se prendre en bas là. Oui, oui. C'est important de venir jusqu'ici parce qu'on sait que dans ces grottes, il y a des espèces de chauves-souris qui sont connues pour être des réservoirs de virus qu'on a déjà identifiés au Gabon. Donc c'est quand même important de faire ce travail de surveillance virologique de ces espèces réservoirs pour justement avoir une connaissance réelle de tous les agents qui circulent afin de pouvoir sensibiliser les populations rurales environnantes aux risques réels qu'il y a de manipuler, de chasser et surtout de consommer ces animaux. Surtout chasser et manipuler. Avant d'en arriver là et de cibler la chauve-souris comme réservoir du virus Ebola, il a fallu plus de 20 ans d'enquête aux équipes du CIIMF du Gabon. Et au début, les primates étaient les suspects principaux. 1996, donc c'est la deuxième épidémie d'Ebola. Ce sont des enfants en fait qui avaient trouvé une carcasse de chimpanzé dans la forêt. Et ces enfants voulaient montrer aux adultes du village qu'ils avaient été capables de tuer un chimpanzé. Donc en fait, ils ont fait mine de croire aux adultes du village qu'ils avaient tué le chimpanzé. Donc ils sont tous revenus avec, ils l'ont dépecé. Et évidemment, tous les enfants qui ont participé au transport et au dépeçage du chimpanzé ont été contaminés par le virus et sont quasiment tous décédés. Et c'est là que l'aventure Ebola, entre guillemets, a commencé pour le CIIMF et pour le Gabon.
Depuis lors, les épidémies d'Ebola se sont succédées en Afrique. Dans les années 2000, la République démocratique du Congo est particulièrement atteinte. Hautement contagieux, Ebola provoque des hémorragies foudroyantes et tue dans 90% des cas. Le virus apparaît et disparaît de façon mystérieuse, la plupart du temps dans des villages reculés, au cœur de la forêt. À chaque attaque, les équipes sanitaires sont accompagnées de scientifiques, dont ceux du CIRMF, qui interviennent pour tester les animaux de la forêt proches des villages touchés, en espérant faire une découverte décisive. C'est étonnant pour les villageois de nous voir arriver comme ça et autres, parce que bon, nous, il fallait absolument qu'on se protège, parce qu'on allait en contact des personnes atteintes du virus Ebola. Et la population, avec le temps aussi, a fini par s'habituer, quand nous voir habillés comme si on débarquait sur la Lune. On se bat contre qu'il y aurait un ennemi invisible. Donc c'est tout ça qui nous faisait peur. Mais après, bon, on sait qu'on est protégé, et avec l'habitude, la peur, c'est d'éloigner de nous. Pour lutter contre Ebola, ce laboratoire P4 a été inauguré en 1997 pour enquêter au plus près du terrain. Il n'existe qu'une trentaine de ces laboratoires dans le monde. Totalement hermétiques, constitués de plusieurs sas de décontamination, ils offrent un niveau de sécurité biologique ultime. Ce sont tous les prélèvements qui viennent de patients suspects de maladies potentiellement très dangereuses. En général, on travaille essentiellement sur les prélèvements de patients suspectés de fièvre hémorragique. Au terme de 10 ans d'enquête, les équipes du CIRMF sont parvenues à identifier les premiers la présence d'Ebola chez 4 espèces de chauves-souris du Gabon. Restait à comprendre son mode de transmission à l'homme. Le virus ne disparaît jamais, il est là, il est présent au sein de son hôte naturel. Mais ce qui ne se produit pas, c'est cette transmission à l'homme. Il faut tout un ensemble de facteurs favorisants pour qu'il y ait cette transmission. On sait désormais que la chauve-souris, porteur sain du virus Ebola, son réservoir donc, ne souffre d'aucun symptôme. Mais elle contamine des fruits via sa salive ou ses déjections. Le singe, infecté à son tour, tombe lui rapidement malade et meurt. Si un chasseur découvre et découpe le cadavre, il peut se contaminer au contact du sang de son gibier. Mais la contamination peut aussi avoir lieu sans l'intermédiaire d'un singe. La viande de chauve-souris est aussi consommée. Au cours de la découpe, le virus peut passer directement de la chauve-souris à l'homme. Quelques jours après, le chasseur, malade à son tour, devient lui-même contagieux par simple contact avec ses proches. C'est le début de la flambée épidémique. La chauve-souris, réservoir des filovirus, Ebola et Marburg, mais pas seulement. Comme de nombreux chercheurs, les scientifiques du CIRMF travaillent désormais sur l'ensemble des autres virus qu'elles hébergent. En général, les virus ont des sites de réplication différents. Donc il y en a qui se répliquent au niveau du système nerveux, qui vont être transmis par exemple par la salive. Il y en a qui vont se répliquer au niveau du foie et de la rate. Il y en a qui vont se répliquer au niveau de l'intestin. Donc en fonction des agents pathogènes qu'on souhaite rechercher ou qu'on veut rechercher, on diversifie aussi les différents organes en privilégiant le tropisme. Combien de virus les chauves-souris hébergent-elles au juste? Et comment s'en protéger? We've tried to find a way to predict how many unknown viruses there are. And what we did is we looked at a species of bat in South Asia, in Bangladesh, and we sampled them repeatedly and just kept discovering new viruses until we didn't discover any more. So we saturate the discovery curve, and you can predict from that
how many viruses, even unknown viruses, that species carries. Then if you look at all mammals, you can work out how many unknown viruses, roughly, there are on the planet. And it's something like 300,000 plus unknown viruses. PREDICT, l'un des principaux projets de Peter Daszak, a obtenu le soutien du gouvernement américain. 75 millions de dollars pour l'anticipation des risques pandémiques. Preuve que la stratégie de prévention est prise très au sérieux outre-Atlantique. Les équipes de Peter Daszak collectent des échantillons dans le monde entier. Ils les envoient ici, à l'Université de Columbia, en plein New York. Hey, Simon. Hey, Peter. Good. What are you doing? I'm just pulling together some samples at the moment for extraction. From, Where are these from? These are the Brazilian samples from deep forest. So good, they came through. Yeah, they did. Thousands of them. And what about any new viruses this week? What have you found? Yes, we do. We have a new influenza virus in bats from Bolivia, which is really cool. That's really I think that's our first influenza on the project so far. And the other interesting thing from bats, yeah. The other thing we have is a new retrovirus related to HIV in golden monkeys, which is really cool. From Africa. Potentially we do have the next pandemic in the freezer. And one of the reasons we say that is because we focus on countries that we consider to be high risk, and we focus on species that we consider to be high risk. And because we do both of those things and we sort of really focus our surveillance and our discovery, we absolutely could have the next pandemic here. L'équipe procède également à l'évaluation de la dangerosité de ces nouveaux pathogènes. Depuis que les premiers virus ont été observés dans les années 30, des progrès considérables ont été effectués dans la compréhension de ces organismes qui se servent de leur hôte pour se multiplier. On sait désormais qu'ils parviennent à entrer dans les cellules grâce aux molécules présentes à leur surface. À l'intérieur, les virus libèrent leur matériel génétique qui est dupliqué par la machinerie cellulaire, à son insu, et en grande quantité. Les virus sont ensuite libérés et infectent d'autres cellules. Cela provoque une inflammation des organes qui conduit aux symptômes de la maladie. Le virus est désormais prêt à contaminer d'autres personnes. I do an enormous amount of travel. And if I shake hands with 10 people, each one of those people has shaken hands with 10 people. Then essentially I've shaken hands with 100 people. What is the chance that amongst those 100 people, someone has a flu or a rhinovirus or a diarrheal disease that I don't want to get? It's high. So we have these distributed fairly common throughout the lab, and we use them, yeah. Le patron de ce laboratoire, le professeur Jan Lipkin, est une star mondiale de la virologie. Il est passé maître dans l'identification génétique de nouveaux virus. En 11 ans, son laboratoire en a découvert plus de 400. C'est avec lui que Peter Daszak a fait équipe pour étudier les chauves-souris porteuses du MERS coronavirus. Which we should be working on. If MERS, everything else comes from bats, we should be doing something on bat immunology. We looked at the distribution of the bats, Tophosus bats. They go right down into Australia. Australia's got the largest population of camels outside of the Mid-East. So, I know they're testing them now in Australia to see if they're positive. Good. When you've got people dying and travelling around the world and you've got clear evidence that there's human-to-human transmission, you start to worry about a pandemic. But if you're really going to stop that pandemic risk, you need to know, is it spilling over repeatedly from a wildlife source? Can you stop it there? Or is it now completely human-to-human? The more basic questions with respect to this virus, however, are how does it cause disease? Why are some people susceptible to infection but others not? What would it take for this virus to become more capable of human transmission? So there are many, many questions that go well beyond the kind of work that Professor Daszak and I do.
la transmission d'homme à homme. Le signal qu'une maladie émergente, au départ animale, est en train de devenir contagieuse entre hommes. Le signal qu'elle est capable de causer une catastrophe mondiale. Comme un autre coronavirus, le SRAS, qui en 2003 avait terrifié le monde. The most telling thing was just the impact in Beijing. There was no one on the plane between Narita, Japan and Beijing, except me, my colleague, and one person. The streets were deserted. People were in despair because they thought they were dying or that they had killed their loved ones, because there was no easy way to treat the disease or prevent the disease. It was horrible. It was like what you read about in the plague, right, for the Middle Ages, where people talk about very similar sorts of things. Le SRAS s'est avéré particulièrement sévère à Hong Kong, où il s'est initialement déclaré. Le professeur Malik Peiris était à l'époque en première ligne pour comprendre cette soudaine explosion. Yeah, so I can see that's the Metropole Hotel that you see up there, right over there. That's where the first case that came to Hong Kong stayed just one night on the 9th floor of that hotel. During that time, he infected 15 other people who went their different ways. Some to Singapore, some to Canada, others to the USA, to Vietnam. And in each of these places, they started outbreaks of SARS. So this was the epicenter of the global SARS outbreak. And by the time it finished, there were about 8,000 people who were infected and 800 of those people who had died. Malik Peiris devient mondialement connu lorsqu'à l'époque, son laboratoire est le premier à isoler le virus du SRAS. Pendant 10 ans, ses équipes ont travaillé sans relâche pour percer le mystère de son origine, son réservoir naturel. C'est la civette, un animal dont sont friands les Chinois, qui est d'abord suspecté. When we looked at civet cats in the wild-caught civet cats, they had no evidence of infection with SARS coronavirus. So it seemed that the natural reservoir was something else. Then we looked at all types of animals, and then in one species of bat, we found presence of a new coronavirus. But it was still not exactly the SARS coronavirus, but it was quite a close relation of the SARS coronavirus. And it was just this year, in fact, that the exact parent, if you like, of SARS coronavirus has been found in the same species of bat. En 2003, le SRAS a traumatisé Hong Kong. Alors lorsque ce jour-là, le nouveau virus de grippe aviaire, le H7N9, qui alarme tant l'OMS, frappe la péninsule pour la seconde fois, la nouvelle est prise très au sérieux. This is the second confirmed case of H7N9 affecting humans in Hong Kong. As we have said before, we are continuing with our epidemiology investigation, looking for information whether the patient have exposed to poultry. En quelques heures, le gouvernement relève son niveau d'alerte. Les 2 malades sont en soins intensifs dans les hôpitaux de la ville. L'un d'eux décède 20 jours plus tard. Les lieux où ils ont séjourné sont minutieusement désinfectés. Toutes les personnes de leur entourage sont isolées, parfois sous bonne garde, en quarantaine stricte. Et pourtant, le virus ne s'est toujours pas montré capable de se transmettre entre êtres humains. It does appear that
of all the avian viruses that we have to date, like even including H5N1, this H7N9 is much more adapted to the human respiratory tract. But it's weakly transmissible by the airborne route, whereas seasonal influenza viruses or the pandemic virus is very efficiently transmissible. So it's part of the way there, but not completely. But given time, these viruses might go the remaining distance. Chez un virus, c'est l'hémagglutinine, le H, qui lui donne sa capacité à se transmettre facilement. Autre caractéristique, c'est le N, la neuraminidase, qui permet au virus d'être virulent. Le H et le N existent sous différentes formes. Si la nature a doté le virus du bon H, il est très contagieux. S'il a le bon N, il aura une forte capacité à se multiplier à l'intérieur du corps et envahir toutes les cellules. H1N1 est une combinaison inquiétante car elle est potentiellement à la fois contagieuse et virulente. C'est ce qui s'est passé avec la grippe espagnole en 1918. Évidemment, les choses sont un peu plus compliquées que ça, car en 2009, le virus H1N1 qui a déclenché une alerte pandémique mondiale était bien contagieux, mais en revanche, pour des raisons mal connues, il s'est avéré très peu virulent. C'est justement avec une grippe saisonnière que le virus H7N9 pourrait se combiner durant l'hiver, et ainsi devenir contagieux entre hommes. Mais comment et où cette recombinaison se produirait-elle? C'est peut-être à quelques kilomètres de là, en Chine continentale, que se trouve la clé de l'émergence des grippes, H7N9, et avant elle, H5N1. Pour qu'un virus vienne jusqu'à nous, il faut une interface, un passeur. Pour les grippes, les oiseaux sauvages en sont le réservoir, mais ce sont bien les volailles qui font office de transmetteurs. La Chine est le plus grand producteur de volailles au monde, mais deux autres caractéristiques s'y ajoutent, comme l'existence d'immenses marchés de volailles vivantes. Peter Daszak est venu à Lipou, dans le sud du pays, pour tenter de comprendre. Oh, this is a big market. It's very big. But what's very interesting to me is this has clearly never been cleaned out. You know, this is birds coming in, and there's a high chance for them to bring a virus and then infect the next flock that come here, you know. So they don't do the cleaning out regime that the other markets do. It's probably never been. Yeah, quite incredible. Yeah, there's quite a lot of, you see quite a few dead birds. I've seen some dead birds outside, so no one knows what they die of, no one tests. I assume that they don't get eaten, which is the main thing. But it's not a sanitary place. But this is a typical wet market, and it's what we see all across China. If any of these animals are infected, there's a good chance the virus will stay alive on the surfaces for a few hours. And people live here, you know, people are here all day, they're eating here, they're exposed to everything that the chickens carry. So it's a high exposure place for avian flu and other pathogens. Mais pour Peter Daszak, le risque ne se limite pas à ces marchés d'animaux vivants. Il vient avant tout du mode d'élevage lui-même. Des volailles laissées en liberté la journée et rentrées quasiment dans les habitations la nuit. C'est cette promiscuité qui permet aux virus de la grippe de passer de leur réservoir, les oiseaux sauvages,
à l'homme, et de franchir ainsi la barrière des espèces. I knew about it, I've seen pictures of it, but I didn't realise how far these animals are free-ranging. They're basically going all across the countryside around here, free-range chickens, mixing with other wild birds, mixing with other animals, and it's clearly a continuous chicken landscape here. And you think about it from a viral point of view, it's perfect for a virus to be spread around. Ni hao. Good to meet you. Hello. Do you worry about avian flu? 担心禽流感。至于来，我们只讲这个我们担不担心是讲不通了，肯定是有的担心的啦，是吧？但是话呢，我们这样喂的话很少的。Do you ever test your animals for flu? 那曾经得讲，他那个爆发原来是有一段时间嘛，人来检过。Which avian flu strain have you vaccinated? Do you know? 这个具体我们不懂的，因为是他那是那个动物专门有个组织，是。This is a problem with the avian flu. We always catching up. So H5N1 came out. We develop a vaccine. China starts vaccinating the flock. H7N9 emerges. Develop a vaccine. H10N8, and it goes on and on and on. Every year almost there's a new strain. So it's a big problem. En l'absence d'une pandémie déclarée, les procédures pour fabriquer un vaccin contre la grippe peuvent prendre jusqu'à 2 ans. Bien trop pour prendre de vitesse un virus comme le H7N9. We're going to have some problems here because these are free range and they're not. It's famously difficult to catch chickens. Where am I going? Where am I aiming for? Right there? Yeah. Okay. What we're looking for in these flocks and across China and other parts of Southeast Asia is where are the hot spots where reassortment can happen in the most high-risk regions, and what is it that drives that? So one thing we've found is that the size of the farm matters and the way that those farms are structured. This is where we're going to be doing our testing to look for the next possible strain of flu. Pour qu'un virus puisse infecter une espèce, il doit être adapté à celle-ci. Chaque virus possède la clé pour entrer dans les cellules de sa victime. Quand un virus de poule se présente devant une cellule de poule, l'infection se déroule sans problème. Un virus de poule qui rencontre une cellule humaine ne peut en revanche pas faire grand-chose. L'infection est impossible. C'est ce qu'on appelle la barrière des espèces. Mais elle n'est pas inviolable. Le grand secret des virus, et en particulier celui de la grippe, c'est de pouvoir muter. Autrement dit, de pouvoir changer de clé. Des milliers de mutations ont lieu chaque jour, et dans l'immense majorité des cas, elles ne permettent pas au virus de franchir la barrière. Mais à force de muter, l'un d'entre eux peut trouver la clé. Un peu plus au sud, ce voisin de la Chine craint particulièrement ces mutations. Le Vietnam est pour l'instant indemne, mais pour ne prendre aucun risque avec le H7N9, les autorités viennent d'interdire toute importation de volailles en provenance de Chine. Cela n'empêche pas le poulet chinois de se retrouver sur les marchés de la capitale. Le commerce illégal explose. Une cargaison de 3000 poussins vient d'être interceptée sur ce fleuve frontalier. Đây là một cái vị trí điểm vắng mà đối tượng có thể lợi dụng là đẩy bắt đầu xuống gà từ phía bên kia Trung Quốc
dùng một cái mảng xốp rất bé và đẩy kéo dùng cái máy kia, ví dụ như cái mảng xốp kia, đẩy từ bên kia đây qua đúng vào vị trí này, xong là lên trên này nấp vào trong nhà dân. Đấy, bên trong nhà dân này thì nó có bên trong sâu, nó có một cái trang trại, nên người ta lợi dụng ở cái trang trại đó để người ta đưa cái gà con vào đấy để hợp thức hóa. Nếu mà chúng tôi không phát hiện ngăn chặn kịp ở đây thì vào trong kia chúng ta không thể bắt được, đấy, không phát hiện được, không bắt được. Là cái ngăn chặn phòng cúm, phòng chống cái gia cầm nhập lậu là một trong những nhiệm vụ. Le Vietnam est le pays qui a le plus souffert lors de la crise H5N1. 40 millions de poulets ont été abattus dans l'espoir de bloquer le virus. La population entière a arrêté de consommer du poulet et du canard. Ce fut un désastre économique. Pour ce nouveau virus, la tâche est encore plus complexe. Particulièrement virulent chez l'homme, le H7N9 est très difficile à détecter dans les élevages. Les volailles contaminées ne présentent aucun symptôme. Même pour exporter vers la Chine ou transporter des volailles à l'intérieur du pays, les mesures sont strictes et l'on décontamine à tour de bras. Đủ tiêu chuẩn thì đưa hàng lên xe, đóng đủ hàng thì bắt đầu là đóng xe lại và kẹp chỉ này. Cái này nếu cắt ra cái là không thể đưa được vào. Dans son combat contre le H7N9, le Vietnam reçoit l'assistance de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Scott Newman est le coordinateur local du programme dédié aux risques frontaliers. 2 fois par semaine, des prélèvements de ce type traquent la présence du H7N9 dans 16 marchés de test que la FAO a désignés le long de la frontière. Mais pendant combien de temps les autorités vietnamiennes pourront garder ce niveau de contrôle? Where does she have a farm or does she raise these birds at home? Chị đảm bảo 100%. Gà chị mua các cái chị mua là phải có nơi có chủ, không phải gì đâu. And what will happen to birds that don't get sold? Nếu mà trông hết thì muốn chỉ là để chợ đây khóa, có bảo vệ trong đồng hoan, không phải gì đâu, không phải là gì. De la volaille qui reste sur place la nuit, des protections rudimentaires au moment des abattages, beaucoup d'efforts pourraient être encore faits. H7N9, it's an invisible disease in chickens, and yet it kills people. And if you look at what's happening in China, people are getting exposed primarily at live bird markets. And the poultry industry and agricultural side of things is being impacted financially. So, China estimates that, more than 26 billion US dollars have been lost in the poultry sector because of a disease that is only a disease in people. Để thực hiện phòng tránh cúm H7N9 và cúm gia cầm H5N1 lây sang người, không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu dưới mọi hình thức, không sử dụng gia cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi có các biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. En parallèle des recherches sur le terrain et en l'absence de traitement, une course contre la montre a commencé pour développer des vaccins contre ces nouveaux virus. Aucun cas de MERS coronavirus n'a été notifié à l'OMS pendant le pèlerinage à la Mecque, mais il continue à tuer en Arabie Saoudite. I think afraid maybe is not the right word. They should be cautious because I believe that because many people, they may get infected without any clinical symptoms. Those people, they don't go to the hospital. Therefore, those people, they may transmit the virus to other people. So
The consequences of that might be that the virus will disseminate all over the world. Luis Enjuanes est l'un des meilleurs spécialistes au monde des coronavirus. Son laboratoire est le plus avancé dans la recherche d'un vaccin contre le MERS coronavirus. Pour y parvenir, il faut réussir à atténuer sa virulence, sa dangerosité. Et pour le modifier ainsi dans les meilleures conditions, l'équipe de Madrid a choisi de recréer ce virus de toutes pièces, synthétiquement. Une performance que de plus en plus de laboratoires sont désormais capables de réaliser. Une technique qui pourrait être généralisée à toutes les grandes familles de virus, afin de fabriquer des vaccins le plus rapidement possible, dès qu'un nouveau virus émerge. So you can imagine you have a large repository dependent from the European government or from the American government, in which you have all the backbones, all the tools to make a new virus. You have done already 95% of the work. Pour prendre les virus émergents de vitesse, certains scientifiques utilisent des méthodes beaucoup plus controversées. A very important development on bioterrorism to tell you about. Researchers have created a form of the deadly bird flu virus that can easily spread from person to person. There is growing concern that if terrorists got their hands on this information, they could create a virus that could kill millions of people around the world. Quelque part, dans cet hôpital hollandais, des chercheurs ont fabriqué fin 2011 un virus mutant de H5N1. Ce qu'on redoute que la nature fasse toute seule, que le virus change et devienne contagieux, ils l'ont fait ici, en laboratoire. Ils s'apprêtent à faire de même en ce moment pour le H7N9, le nouveau virus de grippe aviaire. You can see it's in here. You can see that we have these canisters. And there's all little boxes. You see, and in each box there's an ampoule, and in each ampoule we have, in principle, we have material of a virus. Any viruses that are a hazard to humans or animals, we don't store them here. I can just show you here, for instance, we have a -20 room here. I can just show you one box. So here you see all little files, and in each file you have plasma there. It's like for virus archaeology. In somebody who was born in 1857, you can find antibodies against viruses that circulate in 1857. So where are you storing this strain, the famous strain? H5. Well, I'm definitely not going to tell you. If there would be people who would like to have the virus, they would like to have a blueprint on where to find the virus. So if I tell you and you show it in your program, obviously we don't want to give the people a lead where you can find those viruses. S'il est interdit de s'approcher des souches mutantes ou des laboratoires où ont lieu les expériences, et notamment celles réalisées sur des furets, l'animal qui sert de modèle, il est possible de rencontrer les hommes qui y travaillent. Do you have any indications there already of transmissibility? Because in the previous paper, it said that there was a limited level of transmission. So what's your take on that? Well, it's still going on, and well, we have very limited results. If you were to predict, is this going to happen or not? Well, it takes now for 1 year, and
Wow. We go back to the old days of the H5. You remember, you were already here when we were doing that work. With 3 people next to the computer, waiting, because you can see every cycle what happened, and we saw, well, it came up. So the first thing what we did, we call Ron. We have a positive result. We have transmission in H5. Escape now from the lab, then we have a big problem. So that is out of the question. Yeah, that's not possible. Yeah. That you want to know whether the virus that would be developing, is it sensitive to the antiviral drugs that we have? So can we treat people when it happens? So we have tested that with those mutations. When it happens, could we nip it in the bud? Could we stop it? Or at least could, if we cannot stop it, if that were to be the case, can we mass produce vaccines? And that's what we are working on today. Of course, there has been criticism, and I think you have to be very conscious of the fact that this kind of work will create criticism, but this also can be dangerous if you don't do it in the proper way. The risk of a bioterrorist indeed using the data and using our relatively difficult reverse genetic systems, that is a molecular system that you need to make these viruses. It's not easy. It's virtually impossible if you're not a virologist and you don't have the system. And then looking at the benefits, we have a moral obligation to do the work also towards community. Ces arguments n'ont pas convaincu. De nombreux scientifiques se sont même mobilisés pour que cessent ces recherches. Un moratoire imposé sur ces travaux a fini par être levé par l'OMS l'an dernier. Ce que regrette Patrick Berche, spécialiste du risque bioterroriste. Moi, je suis extrêmement opposé à ce type d'expérience. C'est vraiment jouer aux apprentis sorciers. Pourquoi rendre ultra contagieux un virus qui ne l'est pas et qui n'y arrive pas? S'il y avait un accident, un mort simplement dans un laboratoire, que dirait-on des chercheurs qui ont créé, à l'instar de Frankenstein, un monstre qui peut éventuellement entraîner une pandémie? C'est incompréhensible. Vive inquiétude en Grande-Bretagne après la découverte de 2 cas de variole à Birmingham. 200 personnes qui les avaient approchés ont été mises en quarantaine. This woman, Janet Parker, a medical photographer, died after being infected with smallpox virus, which had escaped from a laboratory refrigerator. Janet Parker est une jeune photographe d'une quarantaine d'années qui travaille juste au-dessus d'un laboratoire de haute sécurité où l'on manipule quotidiennement le virus de la variole. Et elle a été contaminée probablement par l'aération. Elle est morte au bout de 2 ou 3 semaines. Elle est morte de la variole. Elle a contaminé sa mère, qui a survécu, et son père, qui lui est mort subitement d'une crise cardiaque au bout du 3e ou 4e jour. Donc voilà un exemple d'accident. Il y a aussi eu des accidents avec le SRAS dans des laboratoires chinois. Donc les accidents dans les laboratoires de haute sécurité sont nombreux. On en dénombre près de 450 depuis 20 ou 30 ans. Des risques d'accident, mais aussi de malveillance. Parmi les hypothèses, l'utilisation par des terroristes dans des transports d'un nouveau virus, ou d'un virus comme la variole contre lequel les populations ne sont plus vaccinées. Des virus qu'il est possible aujourd'hui de fabriquer de toutes pièces. Les endroits où sont stockés le virus Ebola, le virus, etc., qui sont pratiquement inaccessibles, maintenant sont accessibles à travers des scientifiques d'un bon niveau qui sont capables, à partir de la séquence, de les resynthétiser entièrement. C'est compliqué à faire, mais c'est possible. Il n'y a plus de sanctuaire. How do you efficiently distribute this virus among the population? And this is a challenge. There you need an additional technology, mainly for one thing, to stabilize the virus such a way that it does not get inactivated by environmental conditions. You know, the sunlight, if it hits the virus, will kill the virus.
On commence donc ce journal par les inquiétudes soulevées par la découverte d'un nouveau virus de grippe porcine. A new swine flu strain that is killing people across Mexico has pandemic potential, the World Health Organization says, but it may be too late to contain the sudden outbreak. The swine flu virus is now in Europe. The first case has been confirmed in Spain. The army has been handing out millions of face masks to help stop the spread of the virus. He tomado la decisión de suspender todas las actividades de los planteles públicos y privados de todos los niveles educativos, incluyendo las guarderías. Ce matin, nous avons 80 cas de grippe déclarés. Partie au printemps 2009 du Mexique, la grippe H1N1 a en quelques mois infecté les populations du monde entier. Le 11 juin, pour la première fois depuis 40 ans, l'OMS décrète la pandémie mondiale. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. Dès l'instant où il y a eu ce niveau 6 de déclenché, ça déclenchait effectivement l'achat des vaccins et les vaccinations. Fallait-il contester et ne pas répondre? La France ne pouvait pas se permettre de le faire. Les autres pays ont suivi aussi. Des campagnes de vaccination démarrent partout dans le monde. La France a prévu la couverture maximale, 94 millions de doses. C'est un grand classique des campagnes de vaccination, la ministre de la Santé piquée devant les caméras. Mais la population ne suit pas l'exemple de la ministre. Des médecins alertent sur la nocivité des adjuvants utilisés. D'autres sur le risque lié à cette fabrication industrielle précipitée. La confusion est totale. 5,6 millions de Français seulement se feront vacciner. L'opération coûtera un demi-milliard d'euros à la France, pour qu'au final, H1N1 fasse moins de morts qu'une simple grippe saisonnière. Le risque pandémique est totalement discrédité. En Allemagne aussi, la campagne contre H1N1 est un échec. 5% seulement de la population s'est fait vacciner. Dès 2009, Wolfgang Wodarg dénonce une pandémie contrefaite. Il est alors président de la commission santé du Conseil de l'Europe. Selon lui, les experts savaient dès le départ que le risque était faible. Ils auraient avant tout favorisé la santé financière des laboratoires pharmaceutiques. Da fehlten da die Angaben über eine starke Morbidität und über die Mortalität, die mit einer Pandemie verbunden sein muss, damit es dann wirklich die Stufe 6 gibt, damit die letzte Alarmstufe ausgerufen wird. Das heißt, wenn die WHO hatte hier den Finger am Abzug dieses Geschäftes, welches vorher vorbereitet war. Es war so vorbereitet, dass die WHO nur noch sagen musste, jetzt ist eine Pandemie. Und die Staaten hatten sich verpflichtet, dann bestimmte Zahl von Medikamenten abzunehmen unter bestimmten Bedingungen. Attaqué notamment sur les liens incestueux entre ces experts et les laboratoires pharmaceutiques, l'OMS a fait son mea culpa. Des rapports d'évaluation ont été publiés, concluant à des difficultés structurelles et des carences, mais à l'absence de délit. Le risque, c'est qu'on se dise, bon, c'est grotesque, on arrête tout. On arrête tout, on supprime tout, il n'y a plus besoin de tous ces organismes. Même si on dit que ça a été ridicule, ne jetons pas tout ce qui a été fait, même si ça a été mal fait. Il faut que ça serve de leçon. Vittoria Colizza est peut-être l'une de celles qui s'est le moins trompée sur la pandémie de H1N1. Ces équipes de l'INSERM modélisent la propagation des infections en fonction des habitudes humaines au niveau mondial. Voyage en avion, déplacements journaliers, des milliards de données à collecter, comprendre et interpréter. Rodé au moment du SRAS, le modèle a fait ses preuves durant la grippe H1N1. Ils ont pu prédire pays par pays sur ces cartes la semaine de pic de l'épidémie. Et ils ont appliqué ce modèle au MERS coronavirus qui sévit actuellement au Moyen-Orient. The actual number of cases could be equal to what observed or even higher, up to 7 times the observed value.
And then finally, we identified also other regions of the world which could be at risk of infection. And these are indicated, for example, some probabilities of importation based on the air traffic flows coming from the source region to the rest of the world. There is a real-time fashion of way of doing work, and in that case the important information that we can provide are when the epidemic will arrive, for example in the country, what can we expect afterwards, what could be the propagation within the country from that initial infected city to the rest of the cities, which other cities are probably be hit. And in that specific situation, then explore what kind of intervention is feasible and how we can control and contrast the dissemination. Désormais, le modèle tente de faire ses preuves avec les animaux réservoirs à virus comme les chauves-souris, afin de pouvoir suivre leur maladie et un jour tenter d'anticiper les transmissions aux hommes. The World Health Organization is furiously working to contain an outbreak of the dreaded Ebola virus that's now spread to at least 3 and possibly 4 West African countries. Alors que le MERS coronavirus et le H7N9 sont toujours sous surveillance, c'est un autre virus qui prend l'OMS par surprise. Une nouvelle souche d'Ebola, passée inaperçue depuis décembre 2013, est en train de créer la panique dans tout l'Ouest africain et jusqu'au Canada. Plusieurs fois par jour, une cellule de crise se réunit. Le docteur Stéphane Hugonnet vient faire son compte-rendu. Il rentre tout juste de Guinée-Conakry, où l'épidémie a démarré. Keiji Fukuda, sous-directeur général de l'OMS, assiste en personne à la réunion. In terms of epidemiology, so there are mainly 3 places out of the 4 districts initially affected. 3 areas still have active transmission chain and generate cases. In terms of infection control, the needs are huge in terms of everything. The main message here is that the epidemic over there is not finished. Cases will continue to be exported all around the country and in neighborhood countries. Ça touche pratiquement tout le pays. Conakry se trouve à l'ouest, la Guinée forestière se trouve à l'est, donc c'est, je ne sais pas, plus de 1000 kilomètres touchés. C'est une épidémie internationale, avec le Libéria touché, et puis il y a des cas en capitale. Donc c'est vraiment, ça demande des ressources extraordinaires pour essayer de comprendre et de maîtriser cette épidémie. Peut-être on va faire le tour de qui est en ligne encore. Mali, Libéria, Sierra Leone et Cap-Vert. Nous allons commencer. Est-ce que le collègue de la Guinée est en ligne? Oui, je confirme que YFT est en ligne. Une seule transmission d'une chauve-souris à l'homme semble être à l'origine de cette nouvelle flambée d'Ebola qui a atteint Conakry, la capitale. C'est la première fois que des cas de transmission, déjà des dizaines, ont lieu dans une mégalopole de plusieurs millions d'habitants. Sur place, l'OMS pilote les activités de dizaines d'experts arrivés en urgence, dont Jean-Claude Manuguera de l'Institut Pasteur. Il faut aller vite parce que l'épidémie peut s'emballer. Pour un exemple, si on a une personne qui a 10 contacts, ces 10 contacts deviennent malades, ces 10 contacts ont chacun 10 contacts, ça fait 100 contacts à suivre. Si 100 contacts tombent malades, chacun a 10 contacts, ça fera 1000 personnes à suivre. Et donc très vite, le suivi des contacts devient pratiquement impossible. Or, on sait bien que le suivi des contacts, c'est important parce que c'est ceux qui sont à risque d'avoir attrapé la maladie. Il faut le faire vite parce que sinon, vous voyez, c'est une espèce de réaction en chaîne qui peut très vite déborder le système. À Conakry, l'organisation Médecins sans frontières a construit un centre séparé du reste de l'hôpital, le village Ebola. Vous appelez si vous avez besoin d'aide. Hein. Véro, je reste ici. Véro. Sans vaccin, sans remède,
les médecins se contentent de soulager au mieux les malades et d'accompagner les mourants. Il s'agit aussi d'isoler par une quarantaine stricte tous ceux pour lesquels une simple suspicion d'Ebola existe. Des prélèvements sont réalisés sur chacun d'eux pour établir un diagnostic. C'est un laboratoire français à Lyon qui a procédé aux premières analyses. Désormais, il faut aller plus vite et éviter que les échantillons ne se dégradent dans le transport. Dans cette pochette, le sang d'un malade pour lequel le diagnostic va être posé. À quelques dizaines de mètres du village Ebola, Jean-Claude Manuguera supervise ses analyses dans un laboratoire de niveau P4, improvisé sur place. La seule manière pour ces chercheurs de se protéger du virus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie du prélèvement où il y a du virus infectieux et une partie va être utilisée pour faire les analyses et on va l'inactiver avant de le ressortir. Comme ça, après, on peut le travailler en dehors de la boîte à gants. C'est un test relativement sophistiqué mais qui a une interprétation extrêmement simple, avec un résultat qui se lit extrêmement facilement. Vous voyez ici 2 échantillons jaunes bien fluorescents qui marquent la présence spécifique de traces de virus Ebola. 2 cas avérés, un négatif, le nombre de tests à réaliser diminue. Un mois après le début de cette nouvelle flambée, c'est le reflux de l'épidémie. A posteriori, c'est toujours facile de dire. Finalement, il y a moins de 200 cas et moins de 100 morts. Et puis, on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Imaginez une épidémie qui se propage dans toute une capitale et ensuite à d'autres capitales. Donc ça, c'est un peu le scénario catastrophe qui ne s'est heureusement pas produit parce que probablement la situation ne s'y prêtait pas. Peut-être aussi avec l'intervention des moyens de riposte qui a groupé la communauté internationale. Et donc, c'est probablement aussi, on ne sait pas ce qui serait arrivé si on n'avait rien fait. Après une accalmie au printemps, l'épidémie d'Ebola a repris au mois de juin, sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Une poignée de miraculés, dont Oularé Bakari, s'en est sorti indemne. Ce n'était pas du tout facile. Je voyais les cadavres. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Je dis, les malades là sont venus depuis quand? Et est-ce qu'ils étaient venus comme moi? Vraiment, j'étais inquiet, très très inquiet. Donc pour moi, j'allais mourir. C'était fini pour moi. Et un autre malade qui se baignait, il a le sang, ils y perdaient le sang. Ils faisaient la diarrhée sur place, ils vomissaient, je les voyais vomir du sang. On faisait sauter un corps et puis on venait les prendre pour les enterrements. Donc moi aussi, j'attendais mon jour. J'attendais mon jour. Donc pour moi, c'était la fin. Mais quand ils ont fait les premiers tests chez moi, les deuxièmes tests chez moi, et puis ils sont venus me dire que c'est négatif, j'étais vraiment content. Je dis, je n'ai plus la maladie ici. Je dis, oui. Je n'ai plus la maladie ici. Je dis, je suis sauvé. C'est comme ça, je dis, je suis sauvé. Oularé Bakari a-t-il une constitution, un système immunitaire particulier? Aujourd'hui, la science n'explique toujours pas comment un malade sur 10 survit au virus Ebola. Une seule chauve-souris à l'origine de cette nouvelle flambée d'Ebola. Des volailles qui transmettent une nouvelle grippe aviaire. À nouveau des chauves-souris derrière l'émergence du MERS coronavirus. Tous ces virus émergents ont un point commun, le monde animal. Ce constat a fait naître un nouveau paradigme scientifique, One Health, une santé commune. L'idée d'une interdépendance entre notre santé et celle de la faune sauvage. Partout dans le monde, les scientifiques enquêtent sur ce lien qui éclaire d'un jour nouveau les dégradations de l'environnement. Au Gabon, les scientifiques du CIEMF poursuivent leur prélèvement de chauves-souris. Désormais, ils espèrent capturer les espèces qui, poussées par les bouleversements progressifs de leur forêt, se sont fixées en ville.
avec une hypothèse inquiétante pour l'homme. Des études ont montré qu'en milieu urbain, du fait du stress provoqué par la pollution sonore, la pollution lumineuse, en fait, les chauves-souris peuvent excréter plus d'agents pathogènes suite à une baisse de leur défense immunitaire causée par ce stress. Donc, nous allons tester cette hypothèse en réalisant des captures en milieu urbain et en recherchant une grande diversité d'agents pathogènes dans le but de faire en fait une comparaison entre la diversité qu'on a déjà mis en évidence chez les espèces forestières, donc qui vivent en milieu très fermé, et les espèces qui vivent en milieu urbain. La déforestation pourrait donc conduire les chauves-souris à s'installer de plus en plus en ville, rapprochant dangereusement de l'homme des virus mortels comme Ebola, mais pas seulement. Il y a une importante diversité de virus encore inconnus qu'elles hébergent, sans compter le fait que récemment, on a quand même mis en évidence des virus génétiquement très proches de virus qu'on pensait éradiquer, comme le virus des oreillons, qu'on pensait bien contrôlé par la vaccination. Et c'est vrai que pour la santé publique, ça soulève quand même une inquiétude. Je pense que c'est mieux qu'on reste là. Le sol est assez dur pour planter les piquets. Au nord de la Thaïlande, d'autres chercheurs ont ciblé spécifiquement une de ces régions où l'environnement a été récemment bouleversé, pour mener une de ces études One Health. Serge Morand, du CNRS, y étudie les rats, un autre de ces grands réservoirs à virus. Donc ça, c'est un rat qui fait partie du complexe très proche du rat noir, du Ratus ratus, le rat de la peste. Généralement, il les chasse pour eux, parce qu'ils les mangent. Donc on peut faire du rat grillé ou on peut faire le rat en soupe et qui n'est pas trop mauvais. I will pay this because I don't have 50. Ici, l'agriculture a pris le pas sur les forêts, entraînant la disparition de nombreuses espèces de rats et avec eux de nombreux virus et pathogènes. Et pourtant, dans ces villages, de nouvelles maladies ont fait leur apparition. Pour comprendre ce paradoxe, des virologues, des vétérinaires, des médecins, des scientifiques venus d'horizons divers travaillent main dans la main. Ils viennent de trouver quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore vu. Donc il a fallu que Jamel, qui vient de Tunisie, commence à ouvrir un des rongeurs de Thaïlande pour trouver quelque chose qu'on n'avait encore pas vu jusqu'à présent. L'augmentation de l'agriculture s'accompagne peut-être d'une réduction de la diversité de ces pathogènes, mais ces microbes qui restent, augmentent en prévalence chez les rongeurs. Donc oui, il peut y avoir des risques plus importants pour les humains, parce que ça va circuler dans cet environnement, parce que ça va passer sur des puces, ça va passer sur des tiques, ça va passer sur des acariens, et donc avec une possibilité d'infection pour les humains. Les mêmes recherches sont effectuées de l'autre côté de la frontière, au Laos, où le paysage n'a lui quasiment pas changé ces dernières années. Serge Morand cherche ainsi à identifier les pratiques agricoles et sociales qui expliqueraient l'apparition de ces nouveaux virus, là où les forêts disparaissent. L'idée aussi qu'on a de dire, est-ce qu'il y aurait en fait des paysages qui seraient des paysages émergents? Et donc dans ce cas-là, on pourrait très bien imaginer de dire, en fait, on aurait des tels types de paysages qui seraient des paysages potentiellement favorables à l'émergence de pathogènes et tel type de paysages qu'ils ne le seraient pas. For the past 50 years or so, we've looked at pandemic threats as what can we do as humans? We look at how many people get infected, we look at drugs to treat with them, we look at vaccines. So the One Health approach gets you to look at the whole picture and to say,
how can we really stop this happening and try and stop people changing the environment in a way that drives new diseases to emerge? 50% of human pathogens are coming from animals. So clearly, if we're able to control or understand better what happens in animals, probably we're also able to control better the emergence of new diseases for humans. Je crois qu'on n'a jamais su autant de choses, justement, sur ces agents pathogènes. On connaît leur séquence complète, on sait leur taux de mutation, on sait beaucoup de choses. On ne peut pas prédire à quel endroit arriveront ces mutations. Et donc, on est devant ce dilemme d'essayer de prévoir, c'est ce qu'on nous demande, et en sachant que la nature a beaucoup plus d'ingéniosité que les hommes. Bon, en fait, bien ébouillanté comme ça, je pense que les ectoparasites ne doivent pas être bien vivants. C'est très bon. C'est très bon, c'est très bien cuit. Ils l'ont lavé avec une herbe. Ça a permis d'enlever un peu le goût du rat. Thank you.